Les travaux du premier colloque international du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, le CACI, se sont achevés ce samedi 31 mars 2018, ici à Maryland, par une résolution qui fait la synthèse des 4 commissions de travail. Il faut noter qu'il aura fallu près de 6 mois d'activité au CACI et à ses alliés pour en arriver à ces conclusions, issues du thème de réflexion Horizon 2020 pour une transition démocratique et apaisée en Côte d'Ivoire. Le vendredi déjà, accueillant les participants, Dr Eric Eddy, secrétaire exécutif du CACI, a tenu à saluer ses pairs pour leur présence massive. Ils sont venus de l'Italie, de la Grande-Bretagne, du Canada et des différents États des États-Unis d'Amérique pour réfléchir sur la situation de leur pays, la Côte d'Ivoire, et porter un regard vers l'horizon 2020 par des propositions, d'où la tenue de ce colloque. Les États-Unis, et qui sont encore en train d'arriver. Je commencerai à tout seigneur et tout honneur par Madame Marie Hugues, que je voulais vous présenter. Elle nous arrive du pays de Theresa May, donc de la Grande-Bretagne. Merci d'être avec nous. Et de ce côté, vous avez certainement reconnu le visage. C'est le camarade et frère Dr Boga Sako. Voilà. Se démène aussi comme il le peut du côté de l'Italie. En tout cas, merci d'être venu. Et tout cela a été possible aussi grâce au concours, à la débauche d'énergie de nos membres. J'ai dénommé Madame Jeannette Dick. Et comme je l'ai dit, il y a une délégation aussi qui arrive du Canada. Pour ce soir, nous avons les différentes équipes qui composent le comité d'action pour la Côte d'Ivoire qui sont présentes. Je vais commencer par la première capitale, non, la deuxième peut-être capitale des États-Unis, New York, avec la présidente André Gbagba qui est là. Et puis à la délégation, M. Gobei Gato, le frère Toutoupeu Ferdinand. Et puis, il ne faut pas que je saute. Hein. Oui. Denis est avec nous. Il est juste là en face de toi. Il est caméraman. Il est en face de toi, Denis, et qui nous sert vraiment. Merci de nous prêter main forte pour cela. Du côté de Philadelphie, il y a le groupe, donc la base du CACI de Philadelphie, qui est là avec moi-même, votre serviteur, mais aussi mon ami et frère, M. Paul Luquet. Et il y a du côté de FDA, du Forum de la Diaspora, Marc Papé qui est à mes côtés, il y a Dr Quadio qui est là, il y a l'assurance derrière avec le pasteur Faustin Zabo, qui est là avec son épouse, tu dois aller la chercher. Et puis ceux qui nous reçoivent. Et le docteur New Jersey. avec Docteur Blaise, je connais. mais maintenant, Dieu le mette. Non, je voulais dire que je suis content, docteur, parce que j'ai retrouvé quelqu'un avec qui nous étions sur le campus, à l'université, la cité universitaire de Yopougon. Voilà. Et j'ai hâte de voir le petit garçon. Voilà. Il a souffert de lacrymogène avec nous. Donc j'espère que. Merci bien d'être là. Et bien entendu, ceux qui nous reçoivent aujourd'hui. New Jersey. Ah non, il y a New Jersey. Merci. J'allais sauter New Jersey. Il y a le camarade Marcel Kragbe qui nous arrive de New Jersey. Que nous avons. Et puis, sans sauter quelqu'un d'autre, je voulais dire merci à ceux qui nous reçoivent. Ceux qui nous reçoivent pour ce colloque. Il s'agit du comité du Conseil national ivoirien, qui est le CNI et qui est, pour porte-parole, le doyen Doué Bamané Marcel. Assis à ses côtés, Seri Wanji. Et bien entendu, Dadielo pour sa débauche d'énergie que vous voyez derrière. J'allais citer, oui,
Bayi Gossé qui est à la technique. Et il y a toute une équipe à partir de Corée. Il y a le nom du frère que je viens de Leroux. Leroux, voilà, Diezon Leroux. Voilà. Doyen Bitra. Doyen Bitra. Voilà toute l'équipe qui compose le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Bien entendu, nous avons commencé avec pas mal de personnes, mais la lutte, elle use. Elle est dure. Ça brûle les doigts. Mais on est dedans. Ça brûle les pieds voilà. aussi. Donc je voulais vraiment qu'on commence par s'applaudir tous. Comme pour se donner une bonne dose d'énergie, la Biyanaise est chantée en chœur dès le début des travaux. Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci. L'expérience des autres a permis de sortir même des plus profondes abysses possibles. Il est aussi possible à la Côte d'Ivoire de sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc on va commencer avec un petit clip de vidéo sur la conférence de Berlin. Et la conférence de Berlin, tout le monde en parle, ou bien je présume que tous d'entre vous qui êtes dans la salle, vous en avez une idée. Mais la conséquence de la conférence de Berlin, c'était le partage de l'Afrique dans les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et cette conférence a eu lieu en 1884-85 à Berlin, bien sûr. Donc on va passer après 6 minutes. Ce n'est pas tout ce que nous allons voir, mais au moins pour situer le contexte qui va nous permettre notre conversation un peu plus tard. Donc si nous devons penser à la lutte de libération, il faut avoir ça en conscience, que les acteurs auxquels nous faisons face ne sont pas là pour quelque chose de passager. C'est quelque chose de systémique, délibéré et permanent, à long terme. Donc il faut avoir ça en conscience sur cette période. Si vous voyez certains titres, j'ai 2 au moins que je peux citer qui sont en anglais, The New Scramble for Africa. Donc, un autre est appelé, qui est écrit de façon un peu surprenante, un noir américain, David Frank, qui s'appelle Africa, a continent for the taking. C'est-à-dire que l'Afrique est un continent qui est là, disponible pour être pris, pour être ramassé, pour être pris. Donc, il faudrait qu'on soit sérieux en comprenant les stratégies et la détermination de ceux à qui nous faisons face, pour que nous apprenions que le combat que nous menons n'est pas un combat de simples voyageurs ou, je sais pas, spectateurs, mais c'est un combat systémique, à long terme et délibéré. Et je vais répéter ces mots-là peut-être aussi. Okay? Donc ça, c'était la première vidéo, pour voir un peu l'histoire des relations télévises modernes entre l'Afrique et l'Occident. La deuxième importante entrée de Cuba en Afrique, en particulier dans cette partie de l'Afrique, en Afrique australe, c'était en Angola. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Comme vous le savez, au moment de l'indépendance de l'Angola, il y avait 2 groupes de partis, grands groupes, qui se disputaient le pouvoir. Alors la question était, celui des groupes qui déclarent l'indépendance de façon un peu sécurisée, allait former le gouvernement. Donc le gouvernement, comme on appelle Nero,
ceux qui sont au pouvoir maintenant, quel est le nom de leur parti? Le MPLA. A téléphoné au Cuba. Ils avaient déjà des relations avec Cuba. Certains d'entre eux ont été formés dans des écoles à Cuba. Donc ils ont fait appel à Cuba pour dire venez nous aider à sécuriser notre indépendance. Et ils sont venus, ils ont effectivement sécurisé l'indépendance et l'Angola est devenu indépendant du Portugal. Et quelque temps après, deux groupes, des rebelles au nord et des rebelles au nord, pardon, supportés à travers Mobutu par les États-Unis, CIA bien sûr, et puis un autre groupe au sud, dirigé par un certain Savimbi, et je suis sûr que vous connaissez, c'est Jonas Savimbi. Alors, Jonas Savimbi était beaucoup plus puissant parce que derrière lui, il y avait un État beaucoup plus puissant, qui était l'Afrique du Sud, qui était militairement, économiquement et aussi, je dirais, politiquement, le plus puissant pays en Afrique. Ceux qui étaient les rebelles du Nord, supportés par Mobutu, ils étaient absolument corrompus, donc ils ont été battus relativement facilement. Mais pour ceux qui étaient au Sud, ceux qui étaient supportés par l'Afrique du Sud et les États-Unis, Savimbi, c'était beaucoup plus difficile parce que non seulement l'Afrique du Sud, à travers Savimbi, avait envahi tout le sud de l'Angola, mais avait aussi détruit les économies de plusieurs pays qu'on appelait dans le temps les pays de la ligne de front. La Namibie, la Zambie, jusqu'au Mozambique. Tous ces pays étaient plus ou moins opprimés par l'Afrique du Sud à cause de son régime de l'apartheid. Alors les Cubains, quand ils sont venus sans l'accord de Moscou. Castro a fait un discours, il a réuni des soldats, il leur a dit, voici, pour beaucoup d'entre nous, nous avons des origines africaines. Et pour l'international, pour notre idéologie de lutte contre l'impérialisme, où qu'il soit, nous allons décider d'aider nos frères d'Afrique. Okay? Je dis à tout le monde qui est ici, c'est un acte volontaire. Si vous voulez partir, vous partez. Personne ne vous force à partir. Donc, la grande majorité des soldats cubains qui sont partis en Angola sont des soldats qui sont portés volontaires. Nous avons rencontré par l'intermédiaire de notre frère Yaka, un des leurs qui est maintenant l'ambassadeur de Cuba aux États-Unis. Très ouvert. Okay? Et le point est que Cuba décide d'envoyer des troupes, et c'est quand les troupes cubaines étaient en Angola que l'Union soviétique a appris que le Cuba a pris la décision d'envoyer des troupes en Angola. Les soviétiques n'avaient pas de choix que de supporter un de leurs plus fidèles alliés. C'est comme ça qu'ils ont donné du matériel à Cuba pour aller aider l'Angola. En un mois, les Cubains ont construit un aéroport au sud de l'Angola. Et c'est avec l'aide des Angolais, l'entraînement des Angolais, les ressources militaires et équipements des Angolais, des Cubains, que l'Angola a réussi, numéro 1, à infliger une grave défaite militaire à l'Afrique du Sud, dans un combat, dans un petit village, Kabakavela, au sud de l'Angola, où, pour la première fois, l'armée sud-africaine a souffert une défaite militaire de la part d'une armée africaine. C'était incroyable. C'était dans les années 88. Alors, curieusement, l'Afrique du Sud demande comme résolution du conflit en Angola, c'est-à-dire qu'il évacue, libère l'Angola, comme condition que les Cubains quittent l'Angola. Les Cubains ont dit non, nous avons été invités. Vous êtes une nation envahissante. Donc nous ne pouvons pas quitter. Et Castro a dit, d'une pierre, nous n'allons pas faire 2 coups, nous allons faire 3 coups. Nous allons libérer, chasser les Sud-Africains de l'Angola, numéro 1, et donc consolider l'indépendance de l'Angola. Numéro 2, nous allons les chasser de la Namibie et faire l'indépendance de la Namibie. Et numéro 3,
nous allons faire qui vont démanteler la partie. Donc d'une pierre, nous allons faire 3 coups. Et les Cubains ont fait le sacrifice humain, afin de sang, dans le sens qu'ils sont allés verser leur sang en Afrique. Numéro 2, ils sont partis avec leurs propres équipements. Numéro 3, ils n'ont rien demandé en retour aux Angolais. Merci d'avoir répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons tous que depuis la date fatidique, je dirais, du 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire a perdu de tout. La Côte d'Ivoire a perdu de sa dignité. La Côte d'Ivoire a perdu de sa fierté. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est plus les Ivoiriens qui étaient appelés à la plus belle chanson de Côte d'Ivoire, fiers Ivoiriens, qui se retrouvent après et depuis le 11 avril, quand les Ivoiriens se promènent dans les rues de Côte d'Ivoire. Alors, nous savons tous que ça demandait de la réflexion. Ça a pris du temps, mais comme on le sait tous, pour que les bonnes choses produisent de bonnes graines, il faut du temps. C'est pour ça, avec votre accord, avec vos différentes réflexions, les Ivoiriens que nous nous sommes donné rendez-vous ici ce soir. Encore une fois, pas à l'appel du Cassis, mais à l'appel de la Côte d'Ivoire. Alors, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'appel du Cassis qui se fait ce petit honneur, en fait, d'organiser un colloque. Mais en fait, un colloque, c'est quoi? Un colloque, ce n'est pas la masse des participants. Un colloque, ce n'est pas le nombre de participants. Un colloque, à mon sens, ce sont les réflexions qui sont pondues et dans le cadre de notre Côte d'Ivoire. Réflexion en ce jour de Pâques. Je vais bien sûr faire cette petite entorse à nos frères qui ne célèbrent pas la Pâque, mais en donnant le sens à la Pâque. La Pâque, pour le chrétien, c'est la résurrection. Christ. Alors, c'est tout à fait logique pour les Ivoiriens que nous sommes de nous inscrire en fait dans cette ligne-là de la résurrection, parce que pour nous, il est temps que la Côte d'Ivoire ressuscite. Et nous sommes là ce soir pour ressusciter la Côte d'Ivoire. Nous sommes là ce soir pour dire aux Ivoiriens, où qu'ils soient, que la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de nous tous pour sa résurrection. Parce que la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny que nous avons connue, la Côte d'Ivoire que nos enfants d'aujourd'hui, que la jeunesse, je dirais, d'aujourd'hui ne connaît pas, n'est pas cette Côte d'Ivoire qui leur est offerte. Et c'est pour ça qu'il fallait que les Ivoiriens que nous sommes prenions cette manche de la lutte, cette manche de la bataille, cette manche de la détermination pour dire Ivoiriens, Ivoiriennes, le pays nous appelle. Et donc, merci à nous tous d'avoir répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire ce soir. Nous nous sommes retrouvés, pour certains, depuis hier, pour d'autres, aujourd'hui. Mais nous nous sommes retrouvés, venus, je dirais, des 4 coins du monde. Pour ça, encore une fois, nous voulons saluer tous les Ivoiriens. Si la commission stratégie s'est réservé le droit de publier ses travaux pour une question très simple de stratégie,
Les commissions sécurité, réforme institutionnelle et réconciliation ont quant à elles permis aux participants, comme il est de coutume, de discuter en séance plénière. Une seule a donné l'exemple d'un cas qui s'est déroulé à Gagnoua. C'est-à-dire le fonctionnement, je ne dirais pas conjoint, mais le fonctionnement libre, autonome de deux entités qui ne sont pas nécessairement proches, c'est-à-dire la DOSO et la policier. Quand un policier ou alors il a un problème, à qui devrait-il courir? Au DOSO ou au policier? C'est là que se pose toute la problématique de la sécurité en Côte d'Ivoire. Les DOSO opèrent comme s'ils étaient autorisés à agir, ils opèrent comme s'ils étaient dans leur fonction régalienne. Mais en réalité, nous savons que ces personnes ne sont pas autorisées à sécuriser la garantie de la sécurité de qui que ce soit. Donc c'est un problème que nous avons, n'est-ce pas, situé dans le cadre de l'état des lieux. Quand on parle de la sécurité judiciaire, aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Lorsque vous avez un patronyme qui peut-être ressemble à un péché, quelle que soit la situation, vous savez que d'emblée vous êtes condamné. Et la preuve avec le procès que nous avons un peu partout, avec les procès que nous avons un peu partout, on sait qui fait quoi. Un cas est poursuivi et l'autre cas est pratiquement en train de jubiler. Donc voici un peu, si l'on dit que la sécurité est importante pour bien d'autres choses, puisque c'est un élément important dans le développement socio-économique d'un pays, et que dans notre pays, cette sécurité est bafouée, il va sans dire que toute la nation va descendre dans un gouffre. Sans la sécurité, rien n'est possible. Il y a bien d'autres choses dans lesquelles je parle en compte tenu du temps, mais nous avions pensé que mettre un accent beaucoup plus particulier sur une proposition serait beaucoup plus intéressant. Donc dans nos propositions, nous avons pensé à repenser une armée républicaine, c'est-à-dire désarmer les milices. Ce n'est pas moi qui le ferai, mais on va trouver un mécanisme pour désarmer les milices, détruire toutes les caches d'armes, et puis surtout cerner le nombre des soldats. On ne sait pas qui est quoi dans notre armée. On ne sait pas qui fait quoi. De rendre l'éducation obligatoire et faire accompagner cette éducation, cette éducation par les emplois. Parce qu'on a compris que même lorsque les gens sont éduqués, mais lorsqu'il n'y a pas d'emploi, c'est très facilement qu'ils deviennent manipulables. Réinstaurer aussi le service militaire obligatoire pour tout le monde, ou du moins dans l'entonnement de ce que nous croyons être l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien nouveau de demain. Il faudrait que cet élément-là soit aussi incorporé. Tout en parlant de sécurité, nous savons qu'aujourd'hui il y a tout ce cafouillage parce que nous n'avons pas un système d'informatisation fiable. Et donc si on doit parler de police, gendarmerie, armée, il faut bien qu'on sache qui fait quoi, qui est qui, et qu'est-ce que chacun fait. Et ces choses-là peuvent être corrigées si le système est informatisé. Nous avons aussi à cœur de reprendre l'identification un peu à l'image des nations développées comme les États-Unis. Alors, il faut qu'on sache qui fait quoi. Notre système d'immigration est devenu tellement poreux, n'importe qui rentre, on ne sait pas quand les gens sortent, on ne sait pas quand ils rentrent. Donc, c'est un élément pour nous qui porte un frein à la sécurité dans notre nation. Le flux migratoire, qui va aussi avec l'identification. Si nous savons qui rentre, alors nous saurons qui n'est pas de nous. Maintenant, considérant la question de la sécurité comme un élément important d'un État moderne, la Côte d'Ivoire nouvelle a l'obligation de refonder les fondamentaux de la sécurité. Et comme dirait le professeur Dr Sako, ce sont les conditions d'émergence. Je vous remercie. Notre premier point sur lequel nous sommes tablés était quelle constitution doit guider les réformes institutionnelles. Pour le CACI, c'est la constitution de 2000 qui est à la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Évidemment, la commission de la réforme institutionnelle et constitutionnelle est d'accord avec ce qui était déjà inscrit sur le papier ici.
nous sommes allés un peu plus loin. Nous disons que nous prenons comme fondement la Constitution de 2000 pour des raisons bien spécifiques. Nous pensons que le maintien de cette Constitution s'explique. Et elle s'explique par le fait que beaucoup de choses qui ont été discutées, ou bien du moins que ce qu'on appelle les probabos, ou bien en tout cas les Ivoiriens dans l'ensemble, sont d'accord là-dessus. En 2000, il y a eu que près de 86% de la population a dit oui à la Constitution de 2000. Il y a eu des débats. Ils ont pris pratiquement 6 mois à 1 an de débats. La Constitution a été amenée dans les fonds faits, hein, les lieux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Elle a été traduite dans les langues pour que les gens comprennent ce dont il s'agissait. Elle a été débattue. Les Ivoiriens l'ont accepté à 86% de ceux qui ont voté. Et ceux qui ont voté, le taux de participation a été 56%, ce qui est largement très grand par rapport à ce que nous savons qui se passe en ce moment. Alors, nous avons dit que cette constitution doit être le fondement d'une nouvelle constitution que nous proposons. Mais il faut tout simplement l'amender. C'est ça ce que nous proposons. Amender la constitution de 2000 avec quelques points sur lesquels peut-être qu'il y a des mésententes. Alors, ça c'était le premier point. Nous proposons un régime parlementaire pour créer moins de pression sur le président. Parce que nous pensons que le président de la République, dans le régime parlementaire, a trop de pouvoir. Présidentiel, excusez-moi. Dans le régime présidentiel, a trop de pouvoir. Il faut réduire ce pouvoir. Le CACI et ses partenaires vont se charger de faire d'autres propositions dans ce sens. Alors, à notre point 2, on a discuté de la question de la réforme de la commission électorale. Alors, donc, nous sommes maintenant pour cette institution, mais nous proposons de changer la composition des membres sous le modèle d'équité et d'équilibre. Cela veut dire quoi? Il va falloir qu'il y ait une administration permanente qui soit en place, mais ceux qui sont à la tête, comme les présidents et les vice-présidents de cette institution, doivent être élus d'une manière, nommés d'une manière ad hoc. S'il y a une élection présidentielle, on les choisit, ils viennent, ils finissent leur élection, ils sont partis. Mais il y a une administration qui continue. Voilà ce que ça veut dire. À la question numéro 3, nous avons dit, la question était l'établissement des listes électorales. Et nous avons ajouté qu'il faut même aller jusqu'à la révision des listes électorales. Il ne faut pas seulement les établir, il faut aussi les réviser. À cela, nous avons dit, après une longue discussion, que l'établissement des listes électorales et de la révision du découpage électoral est nécessaire. Nous demandons que la CEI propose un découpage électoral. Le découpage électoral ne doit plus venir du ministère de l'Intérieur. Pourquoi on parle aujourd'hui encore de réconciliation s'il y a une série d'accords et des tentatives de résolution à travers des forums de réconciliation? Donc on a essayé de répertorier une série ou bien de résumer en gros qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc en gros, c'est donc la mauvaise foi des rebelles de la résolution de la crise. Et le deuxième facteur, c'est l'ingérence de la France dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire à ses fins impérialistes. Donc, en gros, le facteur interne est un facteur déterminant extérieur qui font que le contexte est toujours, nous amène toujours à un échec. Donc, la volonté et le facteur extérieur sont deux facteurs très importants dans les démarches qui ont été entreprises et qui se résolvent par des échecs, ou bien par la non-résolution du conflit, ou bien des problèmes qui ont créé le conflit.
Donc, si on revient donc sur la notion de l'échec, on a essayé de répertorier donc une série d'éléments qui donc soulignent cet état d'échec. Donc, il y a la volonté, le manque de volonté politique des acteurs politiques. Il y a les tensions sociales et récurrentes, l'insécurité qui règne actuellement et de façon récurrente. Donc, les remous sociaux, les remous respectifs dans l'armée, l'injustice existante envers les victimes du conflit, le maintien des prisonniers politiques sans jugement et la poursuite des exilés, le manque de liberté de la presse, les répressions des marches pacifiques. Donc, toute cette série de constats nous amène à un fait de l'échec de tout ce qui a été entrepris et les conséquences qui s'imposent sur la population et nos parents en Côte d'Ivoire. Donc, vu toutes ces tentatives de réconciliation sont donc dues, en gros, ou bien en résumé, à une volonté manifeste du pouvoir en place de maintenir les choses telles qu'elles sont, ou bien en leur faveur. Donc, les solutions qu'on propose ici, donc, pour ne pas rentrer dans les détails techniques, parce que l'aspect ou bien la composition technique d'une commission de réconciliation sont des éléments techniques qui peuvent être, sur lesquels des professionnels peuvent travailler. Donc, c'est des idées que nous avons émises ici, dans le cas même dans le cas et le contexte d'une réconciliation vraie. Donc, pour les solutions, c'est la mise en place d'une commission indépendante, représentative de toutes les couches sociopolitiques. Donc, et cette transition s'impose, et pour la matérialiser, pour arriver à une résolution des problèmes nés du conflit, il faut une transition. Et la transition est le contexte politique idéal pour que une réconciliation vraie et durable puisse s'accomplir. Dès l'instant où les victimes, les acteurs et les auteurs sont des parties du conflit. Donc, normalement, dans un cas de conflit, il doit y avoir une commission indépendante, qui est une commission indépendante qui sera chargée donc de gérer les problèmes qui existent et d'aplanir les différences de telle sorte qu'il y ait un consensus ou bien une entente sur ce qui oppose les parties. Donc, en résumé, une résolution vraie et profonde ne peut idéalement s'accomplir que dans un contexte de transition démocratique et apaisée, d'où l'exigence d'un nouveau contrat social. L'idée principale, c'est que il y a un manque de volonté d'arriver à une résolution due à des enjeux politiques, des enjeux économiques. Et ce manque de volonté et la difficulté est qu'on ne peut pas mettre le doigt sur la volonté ou bien de forcer quelqu'un à venir dire ou bien avouer ce qu'il a fait pour que quelqu'un lui donne le pardon. Donc c'est un problème un peu complexe, mais il revient donc à nous je pense qu'au niveau de la stratégie, ce sera donc stratégiquement comment arriver à créer un terrain favorable à la réconciliation. Parce que ce n'est pas la technique ou bien la composition qui fait problème, mais c'est la volonté manifeste d'un certain nombre d'individus ou bien des parties du conflit
qui font qu'il y a un blocage. Merci. Mais retenez une chose, on peut tout créer, on peut tout construire, mais il y a un élément essentiel, que si nous, Ivoiriens, nous ne mettons pas de l'accent sur cet élément, tout ce qu'on aura construit, ce sera avec du sable. C'est quoi? La loi. Vous savez que nos pays sont dirigés par des hommes. Comparativement aux pays développés ici, ces pays sont dirigés par les lois. Vous voyez la différence. Ici, nul n'est au-dessus de la loi. Que tu sois Trump, que tu sois le prisonnier, nul n'est au-dessus de la loi. Chez nous, nous sommes au-dessus des lois sont en bas de nous. Donc, prenez ça en compte. Notre premier combat, ça je vous le dis, sera de renverser les choses de sorte que les lois soient désormais au plafond et que nous tous, nous soyons au-dessus, en dessous des lois. C'est pas à partir de cet élément-là que tout ce que nous aurons construit pourra fonctionner. Personne ne viendra d'ailleurs pour venir détruire ce qu'on aura construit. Je vous remercie. C'est-à-dire que si les choses changeaient, qu'est-ce qu'on fait de la Constitution qui est là? Voilà la question de fond. Puisque la première, celle du 1er août 2000, à laquelle nous adhérons, a été balayée et on a instauré une nouvelle Constitution. Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que le colloque peut proposer, on a deux options. Si on la suspend, ça ferait coup d'État, on serait un pays sans Constitution. Ça pose problème. Par exemple, on peut faire aussi un référendum. On peut se dire qu'on est fatigué des crises. Un groupe ne voulait pas de la première Constitution. Un autre groupe aujourd'hui ne veut pas de la Constitution actuelle. Faisons un référendum. Par exemple, ça c'est une option. Donc je pense que le colloque peut faire cette proposition-là. Ça nous montre assez objectif. Et puis voilà, première observation. Deuxièmement, s'agissant de la commission électorale indépendante. Le colloque ne peut pas ignorer que l'ONU et l'Union africaine ont décrié la commission actuelle. Donc, je veux dire que même si nous proposons à moyen et long terme, il y a aussi la proposition à court terme. Donc, à court terme, il faut que le colloque se prononce sur les agissements du régime Ouattara vis-à-vis de la commission actuelle qui est décriée et par l'ONU et par l'Union africaine. Donc, nous, on profite du colloque pour donner notre position, pour réaffirmer notre position, pour dire que ce n'est même pas nous qui le voulons, mais ça a été déjà un verdict rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis maintenant, à long terme, nous estimons le schéma qu'ils ont proposé qui est très intéressant. Normalement, une commission électorale, elle est là pour arbitrer. Elle est là pour arbitrer. À partir de cet instant, les acteurs qui sont en compétition au plan politique ne doivent pas siéger dans la commission. Et ça nous donnerait la paix. Merci. Je pense que le docteur, dans la dernière phrase, a répondu un peu ce que j'ai voulu dire. Moi, je voulais qu'au niveau de la CEI, ne pas de la CIE, que ce soit seulement que la société civile. Lorsque la politique s'installe dans une commission, on sait ce qui se passe. Que ce soit purement, simplement des membres de la commission, de la société civile. C'est ce que je voulais ajouter. Chacun doit s'humilier. Chacun doit chercher l'essentiel, qui est la Côte d'Ivoire. Chacun doit penser à la Côte d'Ivoire. On ne doit plus regarder, si ce n'est pas moi, je boycotte. Le problème se situe à ce niveau-là. Et tant que nous n'avons pas compris, tant que nous n'avons pas résolu ce problème-là, nous allons toujours tourner en rond. Et lui, il va en profiter. C'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Mais le cas ivoirien est profond. Et ce qui arrive, ce n'est pas un problème de famille. Si on avait besoin de réconcilier une famille, on l'aurait compris. Mais c'est réconcilier toute une nation. Et j'irai plus loin pour dire que si le président Gbagbo et Charles Blé Goudé et tous les autres prisonniers en Côte d'Ivoire et nos exilés rentrent, le peuple même va se réconcilier. Et on ira de l'avant. Et j'en parle vraiment énormément dans mon livre et j'aimerais que tout un chacun, vous lisez ce livre afin de pouvoir aussi pousser votre analyse. Je ne peux pas tout savoir en tant que jeune écrivaine. Donc, ce que je voulais savoir, il faut qu'on se focalise sur ce point du fait que c'est nos prisonniers qui doivent sortir.
Si Laurent Gbagbo sort aujourd'hui, vous allez voir que les exilés eux-mêmes ne vont même pas attendre les avions présidentiels pour venir les chercher au Ghana. Eux-mêmes vont payer les transports pour rentrer chez eux. Donc, il ne faut pas qu'on mette trop d'émotions dans cette question de réconciliation. Il faut que ce soit un fait. On pose des actes et je pense que ça va arriver naturellement. Et à Paris, je disais, qui condamne Laurent Gbagbo peut-être aura condamné la Côte d'Ivoire à plusieurs années de crise encore. Deuxième préoccupation. Le colloque, parlant de réconciliation, avait aussi à réfléchir. On a deux écoles, ou alors un conflit latent au niveau des intellectuels en Côte d'Ivoire. Il y a une classe qui dit, avant de se réconcilier, passons par la justice. Et il y a une autre classe qui dit, si vous voulez réconcilier, si vous abordez le côté de la justice, c'est compliqué. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il nous faut une justice transitionnelle. Et je propose l'idée au Kassi, mais de toute façon, ce n'est pas nouveau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous voulez juger avec la justice classique, nous sommes foutus. Parce que ceux-mêmes qui veulent juger eux-mêmes sont susceptibles d'être condamnés. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas vous-même vous prêter à la justice, ce n'est pas la peine de juger les autres. C'est pour cela que les Sud-Africains ont procédé par la justice transitionnelle. Celle-là qui vient, le bourreau et la victime se parlent, ils se réconcilient et puis le pays avance. Les Ouattara ont fauté. Pourquoi veulent-ils condamner les autres? J'ai dit. Aujourd'hui, on a un ennemi commun, c'est l'extérieur. C'est la même chose ici aux États-Unis, hein. Les enfants qu'on tue partout, les Noirs qu'on tue. Il y a un seul combat, je ne peux pas le nommer. Donc, la seule façon de répondre, il n'y en a pas plusieurs. Celui qui te tue, mais montre-lui que lui aussi la mort est valable pour lui. On va se respecter. La France vient, elle fait ce qu'elle veut en Côte d'Ivoire. On continue de porter les costumes français. On continue d'emmener nos enfants en France, de les enrichir à travers Air France. Pourquoi ne pas faire de boycott? Hein? Il y a plusieurs façons de mener un combat. On n'est pas obligé d'acheter des armes et puis aller nous battre. Mais si on ne mange plus le poulet, qu'on mange les agoutis et les escargots, la France ne trouvera plus. C'est-à-dire, au plan économique, il faut qu'on attaque la France. Elle va nous asseoir et puis discuter avec nous. Je vous remercie. Les 30 et 31 mars 2018 à Maryland, USA, un colloque s'est tenu sur le thème Horizon 2020 pour une transition démocratique et apaisée en Côte d'Ivoire, organisé par le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire dans l'État de Maryland. Le colloque a vu la participation des personnes et des structures suivantes: le CACI, la FIDOP, l'OIFI, les représentants du Front populaire ivoirien, le Forum pour la démocratie et la liberté, le représentant du PDCI Renouveau, le pasteur Goulia, les personnes, hommes et femmes. Ce colloque s'est tenu à un moment où les acteurs politiques ivoiriens, les Ivoiriennes et les Ivoiriens s'interrogent sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, à un moment où la fracture sociologique extraordinaire persiste en Côte d'Ivoire, à un moment où l'état de droit n'existe plus et où les fondements de la sécurité humaine se sont écoulés. Le colloque était ouvert à tous, d'origine ivoirienne, aux Ivoiriens de la diaspora donc, aux jeunes, hommes et femmes, aux leaders des confessions religieuses, à la presse et à toutes les forces intéressées par l'amélioration de la vie politique ivoirienne et par le retour à une paix durable en Côte d'Ivoire. Le colloque a permis aux participants d'analyser et de tirer les leçons d'une décennie de lutte contre la dictature du régime d'Alassane Dramane Ouattara et l'influence de la France. Le colloque s'est présenté en deux parties: cérémonie d'ouverture, les travaux en commission, en trois parties pardon, cérémonie d'ouverture, les travaux en commission et la plénière. À la suite des discussions bien menées, les participants ont conclu de s'accorder sur un minimum qui est l'instauration d'une transition à l'horizon 2020 et la coordination plus effective de leur action pour atteindre cet objectif afin de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails dans un climat apaisé, dans le respect de la personnalité ivoirienne et de la diversité ethnique qui caractérise la Côte d'Ivoire. Le CACI remercie tous les participants et les participantes, vous demande d'être les porte-voix de ce colloque et vous souhaite
bon retour chez vous. Je vous remercie. Ainsi donc se conclut 6 mois d'activité intense. Et en dehors de toute autre chose, tout le monde est toujours en live, c'est une bonne chose. Je voudrais personnellement, encore une fois, remercier les camarades du CACI. Au-delà de toute chose, nous sommes à quelques semaines de la célébration de notre 6e, peut-être 7e anniversaire, parce que c'est dans cet état, ici à Maryland, qu'en 2012, le 13 mai, le jour de la fête des mères en 2012, que nous sommes retrouvés pour créer cette organisation qui devrait fédérer les différents mouvements patriotiques que nous avions en ce moment et que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore au mois de mai, mais nous pouvons anticiper sur l'anniversaire. Et ce retour à Maryland, pour moi, il est symbolique. En ce sens que nous avons parcouru cette année, depuis 2012, non, 6 ans maintenant, depuis 2012, et on revient encore à la maison pour savoir le chemin que nous avons parcouru et prendre un autre envol. Je voudrais donc dire merci à tous les camarades qui ont cru et qui continuent de croire à ce combat que nous menons. Ce n'est pas facile, mais on est dedans. Dire merci aussi à tous ceux qui ont permis à ce que ce colloque-là ait lieu. On n'a pas, comme on est fiers de notre souveraineté, on n'a pas demandé ou bien sollicité que quelqu'un vienne financer notre colloque. Nous-mêmes, nous avons financé nos colloques comme nous finançons nos activités. Et je dis merci aux camarades pour avoir mis la main à la poche et qui ont réussi cela. On se retrouve dans un hôtel. L'objectif, il est atteint. Parce que le nombre de personnes que nous voulons avoir, la qualité de la réflexion que nous voulons avoir, nous avons eu ça. Encore une fois, particulièrement à ceux qui sont venus par avion, dans dehors des États-Unis. Je vais commencer par les dames. Madame Marie Hugues. Tout près, ça te va vraiment droit au cœur. Madame Taka. Le Canada, c'est certes pas loin, mais c'est aussi l'avion. Merci beaucoup. Évidemment, je ne peux pas remercier cette dame, Madame Taka, sans remercier celle qui est à côté d'elle, avec l'OIFI, Madame Dick. Bien entendu, Dr Bouga, merci de nous faire l'honneur d'être là. C'est difficile et rigoureux d'être en exil, mais merci. Nous continuerons de travailler ensemble. Et puis, à la dame qui est notre pilière au sein du CACI, on ne peut pas remercier les dames ou les membres du CACI sans dire merci à la seule voix qui permet à Marc Papé d'avoir de l'énergie pour évoluer. C'est une façon de l'exposer, parce que quand on a réunion, moi qui n'a pas entendu une voix féminine, c'est un problème. Mais c'est pour vous dire que nous apprécions vraiment. André, je voudrais que vraiment vous applaudissiez. Vous savez, les hommes, partout où on est, on aime se cogner, mais elle peut intervenir pour dire à cause de moi, ayez honte un peu. Donc voilà ce que je voulais dire, doyen. Merci de nous avoir reçus ici, à Delaware, à Maryland. Et comme il est de coutume au CACI, toutes nos activités sont conclues par notre doyen. C'est son dernier mot là, qu'on prend. Comme chez les Web et chez les Yacouba, et puis on s'en va. Et chez nous, les abeilles, là, on peut être désordonné. C'est-à-dire, chez nous, là, il n'y a pas chefferie comme ça, là, on se bat là-bas, et puis bon, en fait, c'est pas trop légitime, les abeilles. Mais, merci à tout le monde d'être venu. Le doyen Doué va conclure. Et puis, nous allons faire les photos de famille, une dans la salle, une dehors, devant l'hôtel, comme nous dit notre technicien, et puis, ça sera terminé. Mais je vais terminer aussi par dire merci à Clément Nabou. On a besoin d'immortaliser cette événement. Je vais faire une annonce, j'allais oublier rapidement. Le 28 avril, le Front populaire ivoirien, la représentation aux États-Unis, nous demande de vous informer de l'organisation d'une rentrée politique de la section du Front populaire ivoirien de Washington DC, doublée de la fête de la liberté. Et à cette occasion, une conférence sera animée par le professeur Nicolas Agboou. Vous imaginez déjà ce que le thème sera. Voilà. C'est M. Largent. Et ce sera encore une fois ici. Je crois qu'il faut déjà commencer à demander beaucoup de discounts au Camp Fordine parce que tout le temps on va les entendre ici. Voilà. Donc encore une fois, voilà l'information. 28 avril, le rendez-vous est pris ici. Rentrée politique, section FPI, Washington DC, doublée d'une fête de la liberté. Une conférence animée par le professeur Nicolas Agboou. Tout le monde est invité. Donc,
Merci tout le monde, merci surtout à nos invités. Ça a été vraiment un honneur. Comme depuis le début, nous l'avons dit, nous sommes très conscients de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Depuis le 13 mai 2012, on a formé cette plateforme. Les frères, les amis, m'ont délégué en tant que conseiller auprès du secrétaire exécutif. C'est la confiance que nous avons gardée depuis tout ce temps. Et nous sommes fait l'engagement de produire un travail limpide. C'est-à-dire, le président Gbagbo l'a dit, quand l'homme vit, il laisse des traces. Mais nous disons aussi au CACI qu'on juge l'homme par association. Le CACI peut avoir des alliés et des alliés de qualité. Et c'est pour cela que nous faisons un effort de projeter une réputation. Il est bien vrai, quand nous avons commencé, je me rappelle une fois on était à une réunion de CACI, une toute première réunion, on était au nombre de plus de 30 personnes. Mais, comme je l'ai dit à mes frères au Conseil national ivoirien, nous sommes dans un train et le train part d'Abidjan à Ferqué. Il y a des gens qui vont descendre. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Ferqué, on verra la pureté des gens. Qui aime la Côte d'Ivoire? Qui peut se sacrifier pour la Côte d'Ivoire? Et c'est ce que nous avons adopté au CACI. Et vous qui êtes là ce soir, par notre association, vous êtes aussi des invités de marque. Pour le CACI, vous êtes des super Ivoiriens, comme le CACI. Je ne sais pas combien de fois je peux vous dire encore merci. Mais ce qui est sûr, dès ce soir, nous vous considérons comme des amis et des partenaires. Quel que soit vous, où vous serez prochainement. Restons en contact et je vous remercie. Merci. Ne bougez pas. Là, tu es déjà. Je sais que je savais que tu es un frère. Attends d'abord. Viens maintenant. C'est par une photo de famille que les participants se sont séparés. C'est un maquillage. Les gens qui ne sont pas dans la photo parce qu'ils sont pleins là. Pour faire un peu remettre en l'aide voici. Il fait des fiers. Zibodi. On peut dire quoi? C'est quoi? Cheese, on dit vous quoi? Alors, bonsoir, Monsieur Sassane Kofi. Bonsoir, Monsieur Clément. Voilà, vous venez de prendre part au premier colloque international du CACI. C'est le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, une journée de réflexion. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 2 jours? Bon, d'abord, il faut retenir que ça a été une rencontre, un colloque très intéressant. Parce que nous avons discuté des problèmes de la Côte d'Ivoire, toutes tendances et sensibilités politiques confondues. Nous avons réfléchi sur différents termes. La réconciliation dont j'étais membre de la commission. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Vous êtes prêt pour 2002? Parce que le thème c'est Horizon 2002, 2020 autant pour moi, Horizon 2020, transition apaisée. Vous êtes prêt? Oui, moi je suis de sensibilité PDCI. Donc la notion et le comportement d'apaisement
notre mot d'ordre, c'est le mot d'ordre de mon parti. On parle de dialogue et nous souhaitons que les conditions seront réunies pour qu'en 2020, nous ayons une élection différente de ce qui s'est passé en 2010 et qu'en 2020, les Ivoiriens pourront participer à cet acte civil qui est d'élire le président de la République. Et dans ce sens-là, je pense que nous sommes prêts. Je veux dire, tout Ivoirien doit s'apprêter à le faire. Bon, moi, en tant que militant PDCI et activiste responsable de ce parti aux États-Unis, nous travaillons déjà pour dire à nos militants qu'en 2020, nous aurons un candidat PDCI. Voilà un peu. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci Clément. Voilà, alors, bonsoir Monsieur Aguié. Oui, bonsoir mon cher frère Clément Nabo. Alors vous venez de prendre part au colloque international du CACI. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Merci. Oui, j'ai été invité pour représenter INI, ivoirenewsinfo.net, à ce colloque très important de cadres ivoiriens à la diaspora pour réfléchir aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment apprécié surtout le fait qu'ils étaient composés en ce qu'on appelle workshop, en table, comment on appelle ça, en table ronde, atelier de travail, et avec des conclusions. Et vraiment, ils ont touché les points clés des problèmes que vit aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec satisfaction que ce colloque prend fin. Alors, vous avez un mot à lancer, un dernier mot? Oui, le dernier mot que je peux lancer, c'est qu'il faut que nous reconnaissions tous. On parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il faut que nous sachions que la Côte d'Ivoire n'est pas dans un cadre de réconciliation. La Côte d'Ivoire est dans un cadre d'agression. La Côte d'Ivoire a été agressée par des étrangers qui ont été mandatés par la France pour venir non seulement tuer les Ivoiriens, les exterminer, faire un génocide, les survivants les mettre en prison, les contraindre à l'exil pour pouvoir prendre les parcelles, les forêts et les plantations des Ivoiriens pour pouvoir travailler pour le compte de l'international. C'est dans ce cadre-là que nous sommes. Donc, il faut que ces problèmes-là soient réglés par les Ivoiriens eux-mêmes. Donc, on a besoin d'une union solide. Il faut qu'on transcende les barrières de la division, les clans, pour que les Ivoiriens se mettent ensemble pour régler, pour affronter l'ennemi. Nous avons un ennemi commun, qui est notre ancien colonisateur, qui ne veut pas lâcher prise. Et donc, il mandate des étrangers, des gens qui n'ont aucune fondation, qui n'ont pas d'affiliation à la Côte d'Ivoire, pour venir mettre du désordre. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Donc, il faut réfléchir pour pouvoir régler tous ces problèmes. La réconciliation, je ne pense pas que les Ivoiriens aient fait la guerre entre eux-mêmes, et donc on ne peut pas parler de réconciliation. Il faut régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, il faut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Merci. Merci frère Nabo. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Marie-Yolande Hughes. Vous êtes venue du Canada, c'est cela? Non, je suis venue du Royaume-Uni. Et je suis jeune écrivaine. Mon premier ouvrage, c'est La Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie. J'ai bien aimé le colloque du CACI. C'était extraordinaire. Je ne m'attendais pas à cela, mais j'ai trouvé que c'était très bien organisé et le thème était très accrochant. Et je dirais, c'est vrai, Laurent Gbagbo en prison, Charles Blé Goudé en prison, Simone Gbagbo en prison. Nous avons de nombreux frères et sœurs en exil et en prison également en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est en prison. C'est le titre de votre ouvrage, ça? Le titre de mon ouvrage, c'est La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie. C'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. Sinon, c'est toute l'Afrique qui est à l'épreuve de la démocratie. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu que les Ivoiriens ont un très grand amour pour leur nation. C'est vrai que la crise ivoirienne est très profonde, mais que ce soit les gens du PDCI, du RDR, de la société civile, le FPI, bon, je cite ces trois grands partis parce que on ne peut pas le nier, c'est les trois grands partis de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous réunis, ils étaient tous présents aujourd'hui et ils ont prouvé qu'ils ont vraiment un très grand amour pour leur pays. Ils ont envie que la Côte d'Ivoire revienne sur la scène africaine comme elle avait toujours été par le passé au temps de Félix Houphouët-Boigny. Ils sont prêts à y travailler
mais seulement c'est vrai qu'on parle, mais les Ivoiriens ont aujourd'hui besoin de poser des actes concrets. Et je sais que j'ai foi, par rapport à ce que j'ai vu moi-même, j'y ai participé, je vois que les Ivoiriens y arriveront et 2020 est prometteur. Je vous remercie et bon voyage retour en Angleterre. Merci, merci. Alors bonsoir Dr Eric. Bonsoir Clément de Nabo News. Alors je crois que vous êtes satisfait. Je suis plus que satisfait à plusieurs titres. Premièrement, au niveau du nombre de personnes que nous avons eu pour ce colloque, en ce week-end pascal, ce n'est pas évident. Deuxièmement, la qualité des invités que nous avons eus. Et troisièmement, la qualité des débats aussi que nous avons eus. Je crois que nous repartons satisfaits de ce qui est ressorti, mais surtout aussi de l'engagement des participants à pouvoir travailler ensemble. Et c'était ça l'un des objectifs que nous recherchions avec ce colloque. Les 4 commissions de travail avec des résolutions et vous êtes prêts pour 2020, on pourrait dire. Oui, on va s'apprêter pour 2020. On va s'apprêter pour cette transition. Et vous avez vu que quand nous avons parlé de ça, il ne faudrait pas que les Ivoiriens s'alarment. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a une mise en place de quelque chose de violent. Non, on ne prend pas les transitions. Ici, nous voulons parler d'un certain nombre de réformes. Des réflexions, après tout, voilà, c'est des idées. Ce sont des idées qui doivent être mises en place, exécutées, demandées, revendiquées, pour que 2020 ne nous amène pas dans un chaos, mais plutôt soit la plaque tournante ou bien le tournant pour que la Côte d'Ivoire sorte résolument de plus de 20 années de spirale de violence. Voilà. Et voilà, je voudrais vous remercier et vous souhaiter bon voyage, retour. Voilà votre dernier mot. Non, c'est moi qui vous remercie d'être venu, d'avoir couvert, parce que vous savez, ce genre d'événement, il faut aussi immortaliser et vous avez fait un travail fabuleux. Donc nous vous disons merci, en tout cas au nom du CACI, je vous remercie et je remercie aussi tous les camarades qui sont venus, ceux qui sont venus de l'extérieur, du Canada, de l'Italie, de l'Angleterre. Nous leur disons vraiment merci d'être venus et nous espérons que ce qui est sorti aujourd'hui comme résolution, que nous allons mettre au propre et qui va nous servir de balise, soit vraiment un élément catalysateur pour donner un renouveau à la société civile en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie.